Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à tous dans notre second podcast de notre exploration normale, diversité dans la recherche, qui est menée à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Je suis toujours Eva-Marie, je suis donc médiatrice à l'espace des sciences et je suis accompagnée de Amélie et Morel et de notre invitée qu'on présentera juste après Amélie et Morel. Je vous laisse la parole. Bonjour, moi c'est Amélie, donc je suis assistante de com dans l'équipe de Trace en service civique. Bonjour, moi c'est Morel, je suis également en communication avec Amélie en service civique. Merci. Et du coup, nous sommes avec Audrey, qui est enseignante en SVT, si je ne me trompe pas, mais je vais la laisser se présenter un peu plus et peut-être nous parler de son parcours. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis professeure de SVT. Ça fait maintenant 11 ans que j'enseigne. J'ai enseigné dans tous les niveaux, de la sixième à la terminale, en passant par des classes un peu plus atypiques comme les STL par exemple, les niveaux SECPA, etc. Donc j'ai une assez bonne expérience des cours de SVT de tout âge. Je m'appelle Audrey, comme ça a été dit. Et ces trois personnes m'ont contactée pour que je leur parle des liens entre les thématiques LGBTQI et la recherche, ou plus précisément dans mon cas, puisque je ne fais pas de recherche, l'enseignement scientifique. Oui, voilà. Parce que j'ai oublié de préciser, notre thématique ce mois-ci, c'est justement les LGBTQIA+, dans la recherche. Ma première question, c'est est-ce que tu as intégré cette thématique à tes cours et si oui, sous quelle forme ça se présente en fait? Comment on peut parler de ces thématiques avec des jeunes? Alors oui, j'ai intégré ces thématiques à mes cours. Après, bien sûr, dans les chapitres qui sont appropriés. Par exemple, les chapitres qui vont être liés à la reproduction, à la sexualité, au déroulement de la grossesse, sont des chapitres qui sont tout à fait propices à l'évocation des thématiques LGBTQI. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres collègues éventuellement dans l'équipe, dans le corps enseignant qui fait pareil dans d'autres matières? Oui. Je sais par exemple que les professeurs de langue, anglais, allemand, etc., évoquent beaucoup toutes les thématiques sociétales courantes. Donc, vont parler de féminisme, vont parler de thématiques LGBTQIA, vont parler de réchauffement climatique. Enfin, toutes ces choses, tous ces sujets-là vont être abordés dans les cours de langue. C'est aussi abordé parfois par les collègues de français quand ils vont parler, je ne sais rien moi, de Rimbaud Verlaine ou s'ils utilisent des extraits de certains livres comme Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je sais que j'ai un collègue qui travaillait avec ce livre-là, par exemple. Moi, je veux bien en savoir plus sur. Je ne connais pas Aristote et Dante découvrent l'univers. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman. Pour le faire simple, c'est une histoire d'amitié profonde entre deux garçons dans une petite ville au sud du Texas. Je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un qui est introverti et timide, et puis l'autre qui est extraverti et sportif, et ils finissent par devenir les meilleurs amis. Plein de choses leur arrivent. Puis bon, à la fin, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ah, super. Moi, j'avais une question par rapport à ce qui a été dit plutôt au niveau de vos cours et de vos enseignements. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer de la résistance, des parents qui étaient contre ou des élèves qui étaient contre et qui le faisaient savoir par rapport à ce que vous enseignez et la manière dont vous enseignez sur ces sujets-là, quoi? Alors, les parents, non. J'ai eu la chance, on va dire, d'échapper à ça. Par contre, des résistances de la part d'élèves, oui, assez fréquemment. Après, j'arrive à cadrer suffisamment pour leur dire que ça fait partie du cours, que c'est normal qu'on évoque ces sujets-là, que tout le monde soit inclus dans les cours. Donc, en général, ça passe. Et à l'inverse, est-ce que justement il y a des
est-ce que vous avez des élèves qui sont qui appartiennent à cette communauté LGBTQIA+, et qui se sentent du coup en sécurité de pouvoir en parler dans un cadre scolaire? Est-ce que vous avez des discussions avec les élèves? Alors, le dernier établissement que j'étais, j'y suis restée pendant 5 ans, donc c'est une grande partie, on va dire, de mon expérience. C'était des collégiens, et donc il y en a très très peu qui ont conscience, d'être LGBTQIA. Très très peu, hein. En général, c'est plus au niveau du lycée, donc mes cours au lycée commencent à dater un petit peu. Mais oui, j'ai déjà eu des élèves de lycée qui m'ont remercié d'avoir évoqué certains sujets. J'ai eu des élèves de collège, hein, qui m'ont dit que c'était très courageux d'aborder certaines thématiques. Des élèves qui m'ont dit ah, c'est bien, vous êtes ouverte d'esprit. Euh, Ce genre de choses. Donc oui, 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 j'ai déjà eu à l'inverse ce genre de soutien. Oui. Et alors, bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je sais pas si c'est bien pareil. Est-ce que, en fait, ton parcours personnel, ça a joué justement un rôle dans l'inclusion de cette thématique dans tes enseignements? Est-ce que Carrément. c'est... Comment? Carrément, oui. Ouais. Oui, Enfin, j'allais dire, on en parlait hier de souvent, l'enseignement, ça peut être un peu un acte militant, en fait. La façon dont on va organiser son travail, c'est un lien et c'est subjectif avec l'identité qu'on a. Et donc, du coup, je voulais savoir à quel point, du coup, ton parcours personnel avait eu une influence sur tes enseignements. oui, mais totalement en fait. Enfin, quand on a eu une scolarité où pendant 8 ans d'école, on nous parle exclusivement de relations hétéros, de relations garçon-fille, que on sépare en disant le groupe des filles ici, le groupe des garçons là, et puis on se regarde et on a envie d'aller ni dans l'un ni dans l'autre. On parle de sexualité, et tout ce qu'on parle dans la sexualité, c'est garçon plus fille, et on est là en train de se dire mais ça me fait pas envie, même sans être out soi-même, même sans en avoir conscience soi-même, parce qu'au collège, j'avais conscience de rien de tout ça, mais c'était là quand même. Et, je pense que quelque part, quand on est prof, on se dit plus jamais ça, je vais pas infliger ça à mes propres élèves. J'ai détesté ça quand j'étais élève. À mon tour maintenant d'offrir une place aux élèves comme moi, entre guillemets, pour leur faire comprendre qu'ils ont une place eux aussi dans les cours, et l'école, c'est un peu une fenêtre de la société. Donc s'ils ont une place dans les cours, dans l'école, ils ont une place dans la société, et du coup, ils se sentent beaucoup moins exclus, beaucoup moins rejetés. Donc, est-ce que c'est cet événement-là qui t'a guidée vers la vocation de devenir enseignante plus tard? Ça a été une aide pour trouver ton parcours au fur et à mesure? Non, 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 j'avais envie d'être prof. J'avais envie de faire de la science, et c'était soit la recherche, soit l'enseignement. Et à un moment donné, j'ai basculé vers l'enseignement parce que bon, je pense que je me disais que la recherche, c'était peut-être un peu trop compliqué, ou qu'il n'y avait pas assez de débouchés, ou que ça allait être, je sais pas, hors de ma portée, ou ce genre de choses. L'enseignement a paru être facile à ce moment-là. Facile d'accès, pas facile à mettre en place. Oui, parce que quand tu dis... En fait, je me rends compte que même, justement, d'arrêter de diviser garçons et filles d'un côté, en fait, ça peut se traduire par des actes même pas forcément grands, pour juste essayer de faire inclure tous les élèves et pas leur faire ressentir toutes ces conceptions hétéronormées, en fait. C'est pas si difficile à mettre en place, hein. Je l'ai fait en éducation de sexualité. J'ai dit, on fera 3 groupes. Il y aura un groupe avec que des filles, un groupe avec que des garçons, et un groupe mixte. Et il y a eu des filles qui ont voulu être que dans le groupe des filles, il y a eu des garçons qui ont voulu être que dans le groupe des garçons, et il y a eu des filles et des garçons, ou en tout cas des personnes identifiées comme telles à l'école, qui ont voulu aller dans un groupe mixte, et ça a très bien fonctionné comme ça. Bien sûr, toutes les personnes, tous les élèves qui, plus ou moins, potentiellement, peut-être, sont queer, LGBTQIA, ou en tout cas en questionnement, se sont retrouvés dans le groupe mixte. Ça, c'est évident, je l'ai repéré tout de suite.
Donc, j'allais dire, c'est un super dispositif, donc facile à mettre en place, et donc où on sent que les élèves ont vraiment trouvé leur place et sont contents qu'il y ait cette option-là, en fait. Mhm. Et puis, surtout, de l'avoir formulé comme tel, les élèves ont pu y aller sans donner l'impression qu'ils étaient différents des autres, anormaux, entre guillemets. Hein. J'ai pas dit, bon, le groupe des filles, le groupe des garçons, et puis le groupe des queers. C'était, non, un groupe mixte. Et du coup, ils sont allés, ceux qui avaient voulu y aller, les garçons qui ont que des copines filles, euh, les filles qui s'entendent pas avec les autres filles de la classe. Ça a été ce genre d'élèves qui se sont retrouvés dans ce groupe-là. Et c'est un groupe qui a très, très bien fonctionné. Ok, j'allais dire, c'est très encourageant de voir ça, surtout que, ben, au collège, je sais que c'est une époque très dure où j'allais dire, on peut être assez cruel envers les autres, justement parce que si on n'est pas normal et qu'on ne correspond pas à une case, on peut être vite catégorisé et avoir un parcours scolaire un peu compliqué. Donc, c'est des super dispositifs. Et du coup, l'équipe enseignante, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'équipe enseignante de la structure où tu travailles, de pouvoir inclure tous les élèves? Ça dépend des enseignants. Il y en a qui sont moins touchés par ces questionnements-là. Oui, oui, clairement. Il y en a qui trouvent que on, comment on dirait, qu'on pousse notre agenda féministe un peu trop en avant, ce genre de choses. Évidemment, hein. Ça n'a jamais mené au conflit, par contre, au sein de l'équipe pédagogique. Non. C'est plutôt, on va plutôt avoir des collègues qui vont se détacher, qui vont dire, pff, c'est pas pour moi ces trucs-là, Mm. oh là là, je vous laisse gérer, ce genre de choses. Ça tombe bien, hein, on veut pas qu'ils gèrent. Je voulais revenir sur la question de votre enseignement, du coup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous incorporez ces sujets-là, enfin, un petit peu peut-être en détail, ou des exemples concrets de comment vous incorporez ces questions-là dans votre manière d'enseigner? Ça va être, je sais pas, ça va être saupoudré de plein de façons différentes. Par exemple, j'ai une activité que je fais en troisième, mais qui fonctionne aussi au lycée, puisque j'ai des collègues de lycée qui l'ont utilisé sur l'assistance médicale à la procréation. J'ai fait un panneau qui explique toutes les procédures médicales toutes les procédures d'assistance médicale à la procréation, bien détaillées. Et en fait, le but de l'activité, les élèves font des jeux de rôle où ils sont par deux. Il y en a un qui représente un membre du corps médical et un qui représente un patient, un couple. Je crois d'ailleurs que non, ils étaient trois à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'avais un couple qui avait des difficultés à procréer et un membre du corps médical, et je leur avais donné des petites fiches jeux de rôle pour que le médecin détermine quelle est la technique la plus appropriée à leur situation personnelle à partir des ressources disponibles. Donc, j'avais dans le lot un couple constitué d'une femme cisgenre et d'une femme transgenre qui a fait congeler son sperme en Espagne, un couple constitué de deux femmes lesbiennes qui veulent faire une FIV repas avec une fécondation croisée, hein, c'est-à-dire que l'une donne ses ovules et l'autre porte la grossesse. J'avais un couple. C'était amusant cette anecdote parce que j'avais un couple gay. La technique à suggérer, c'était la gestation pour autrui. Et j'ai un groupe d'élèves qui m'ont dit, Madame, vous n'avez pas précisé s'ils étaient cis et trans, parce que s'il y a un des deux gays qui est trans, il a un utérus. Donc du coup, le problème, ce n'est pas le même. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé. J'ai juste précisé que c'était deux hommes. Tu as bien raison. Ça changerait tout. Donc c'est assez amusant comme réaction. On en avait beaucoup discuté quelques séances avant, donc c'était un peu frais dans leur tête. Ouais, c'était ce genre de choses. Et puis bien sûr, j'avais tout un tas de couples, d'autres configurations de couples, de familles hétéros, etc. Donc c'était saupoudré, on va dire. Dans d'autres exemples, d'autres thématiques, ça va être pour tout ce qui est
le développement du corps lors de la puberté, le rôle des hormones dans la puberté. Dans les cours de SVT, de façon assez classique, on trouve toujours des vieilles expériences un peu nulles de castration de poulet, et puis on voit que sans la testostérone, il se passe ci, avec la testostérone, il se passe ça. Et franchement, on est dans un chapitre où on s'intéresse à la puberté chez l'homme et on nous balance des castrations de poulet contre-fiche. Donc, moi, quand j'ai repris le cours il y a quelques années, j'ai dit non, mais moi, ces activités, ça m'a toujours saoulé. Ça me saoule de les faire aux élèves. Et donc, du coup, ils sentent que ça me saoule. Souvent, je passe très, très vite dessus en disant bon, voilà, vite fait, on a une expérience. Et je me suis dit comment faire en sorte d'aborder le rôle des hormones dans la puberté chez l'humain. On a un exemple qui est hyper facile à voir. C'est le cas des personnes transgenres qui prennent des hormones pour modifier leur corps, et le cas des personnes intersexes, de certaines personnes intersexes qui ont une production d'hormones absente ou différente de la norme. Donc du coup, j'ai une activité là-dessus avec... alors, j'ai utilisé le rôle des bloqueurs de puberté, pas des hormones pour faire une transition. Donc j'ai parlé des bloqueurs de puberté, que si on prend des bloqueurs de puberté, il n'y a pas de production d'œstrogène ou de testostérone, et donc du coup, pas de puberté. Conclusion, œstrogène, testostérone jouent un rôle dans la puberté. Les élèves ont tout de suite très bien compris, et bien mieux que si on leur parlait d'histoire de castration de poulet. Un autre exemple, c'était avec une personne intersexe qui racontait son histoire. C'est un témoignage sur le site mademoiselle.com. Où elle expliquait qu'en cours de SVT, elle a commencé à se dire mince, je rentre pas dans les cases, et le cours de SVT sur les variations du développement sexuel lui a fait se poser des questions. Elle a fait des tests, donc dans son témoignage, elle était en terminale, elle avait 17 ans, et là, en faisant des tests, elle s'est rendue compte que elle était intersexe, que elle avait des chromosomes XY, elle avait des testicules, mais qu'elle produit de la testostérone que le corps ne reconnaît pas. Et donc, du coup, on peut voir toute la chaîne biologique. En gros, pourquoi la testostérone n'est pas reconnue, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ça permet d'intégrer ce genre de sujet. J'en ai profité pour leur présenter une petite vidéo faite par un collectif intersexe et allié, pour parler un petit peu des enjeux au-delà de la biologie, mais de parler un petit peu des enjeux comme les mutilations génitales des enfants, les thérapies de conversion, ce genre de choses. Voilà. C'est très complet. Et ma question, c'est est-ce que c'est toi qui a conçu entièrement, qui a conçu ces séances, ou je pense par exemple s'il y a d'autres enseignants qui nous écoutent et qui voudraient eux-mêmes inclure ce genre de dispositif, est-ce qu'il y a des ressources sur le net, est-ce qu'il y a des groupes de partage où on peut parler de ces sujets et comment les inclure dans ces cours? Je me pose la question. Ah bah, ça tombe bien que tu poses la question, ce que j'allais y venir. Alors oui, c'est moi qui ai créé les activités de A à Z, parce qu'il n'y avait rien qui existait sur le sujet. La plupart des activités niveau lycée qui évoquent l'intersexuation, par exemple, le présentent toujours avec un vocabulaire très pathologisant, très injurieux en fait pour les personnes concernées. Donc, moi, je voulais avoir quelque chose qui soit le plus respectueux, le plus inclusif possible, même si, c'est vrai que le fait de l'utiliser comme exemple, c'est un peu, ça peut être perçu comme irrespectueux. Je trouvais que c'était intéressant aussi que les élèves découvrent que la réalité biologique, c'est pas homme-femme, mais qu'il y a tout un spectre entre les deux, avec plein de possibilités, plein de vécus différents. D'ailleurs, j'ai des élèves qui m'ont dit mais madame, pourquoi on ne nous en a jamais parlé avant, que c'était possible, qu'on pouvait, entre gros guillemets, être comme ça, ou qu'on pouvait avoir des enfants comme ça. J'ai déjà eu des élèves qui sont venus me voir en me disant madame, moi, j'ai toujours pas mes règles, est-ce que je dois me poser la question? À quel moment je dois me poser la question? Donc, sans forcément vouloir je dis ça peut donner l'impression que je leur fais peur en leur faisant croire qu'ils ont une condition médicale, c'est pas le cas, mais ça permet,
ça permet aussi de faire comprendre aux élèves que la réalité, c'est pas juste les normes très binaires qu'on voit dans les manuels, avec des organes bien normés et des choses qui rentrent pile dans la moyenne. Après, bien sûr, c'est évident que dans des schémas ou ce genre de choses, on est obligé de prendre une moyenne parce qu'on ne peut pas représenter toute la diversité, mais au moins dire que cette diversité existe, c'est déjà un bon début. Et donc, pour ta question, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Justement, il y a le site SVT Égalité, c'est SVT- le tiret du 6, égalité.fr. Et dans ce site, vous allez trouver plein de choses sur le lien entre les SVT et les pédagogies critiques des normes. Et dans la partie, alors je ne sais plus, il faudrait que j'y aille là, dans la partie ressources, il y a des activités qui ont été faites par différents collègues, dont celle que j'ai faite. Voilà, si vous allez dans ressources pédagogiques, cycle 4, corps humain et société, on va retrouver plusieurs de mes activités. Voilà, le contrôle hormonal de la puberté un peu plus bas. C'est super. On le partagera avec le podcast. Je connaissais pas l'existence de ce site, mais il a l'air très complet, très bien. Donc, tu as participé à concevoir des séances. Tu échanges avec c'est des professeurs qui ont créé ce site, tu sais Oui, il y a l'équipe, c'est 2 professeurs de SVT et une éditrice. Je crois que mon métier est éditrice, oui. Qui ont monté ce site. Alors, il y a toute une partie aussi qui est très théorique sur les mécanismes à l'origine on m'échappe, sur qu'est-ce qu'un stéréotype, qu'est-ce que l'effet Pygmalion, le curriculum caché, ce genre de choses, beaucoup de réflexions sur les normes, des réflexions aussi sur d'autres thématiques comme la grossophobie, le racisme, le traitement du handicap dans les cours de SVT, ce genre de choses. Donc on se limite pas aux thématiques LGBTQIA, mais on évoque toutes les choses qui subissent tout ce qui est victimes de discrimination dans les cours de SVT, entre guillemets. Je voulais savoir si vous aviez des conseils pour des professeurs qui souhaiteraient, comme vous, mettre en place des dispositifs pour aider les élèves ou pour aborder des questions avec des élèves, que ce soit des profs de SVT ou d'autres. Je dirais le premier conseil, c'est de bien se renseigner en amont, de bien regarder quels mots il faut utiliser, comment décrire certains concepts de la manière la plus respectueuse possible, la plus inclusive possible. Moi, quand j'entends des collègues qui, croyant bien faire, vont parler de transsexualité ou ce genre de choses, alors que ça fait des dizaines d'années que les militants et militantes ne veulent plus qu'on utilise ce terme, même si des personnes l'utilisent pour elles-mêmes, ne veulent pas que ce soit utilisé en général, ou vont parler d'hermaphrodisme ou ce genre de choses, en se croyant inclusif. Donc je dirais, la première chose, c'est de bien se renseigner pour bien maîtriser le vocabulaire, pour pas se retrouver en fait déstabilisé quand il y a un ou une élève qui pose une question. Parce que si on ne maîtrise pas le sujet, quand l'élève pose la question, on ne sait pas répondre, on cafouille, on hésite, on ne sait pas quels sont les bons mots. Donc voilà, je dirais bien se renseigner, discuter avec les personnes concernées pour voir comment aborder ces sujets-là. Si on n'a pas de personnes concernées sous la main, il y en a plein les réseaux sociaux. Donc suivre des personnes, voir comment elles s'expriment, les conseils qui peuvent être donnés, etc. Je conseille à tous les profs de SVT de suivre le site SVT Égalité. Je conseille même aux profs pas de SVT de le suivre parce que toute la partie mécanisme, réflexion, outils peut être utile pour tous les profs. Dans la partie, je crois que c'est dans la partie Égalitech, on a des livres, on a des biographies de scientifiques, de femmes scientifiques. Je pense que ça peut être utilisé par plein d'autres collègues que les profs de SVT. En fait, je pense qu'il n'y a que la partie ressources qui est purement SVT.
tout le reste peut être utilisé par tous les profs. Donc, utilisez-le, même les inspecteurs le plébiscitent. Je pense qu'à travers vos mots, on se rend compte que c'est très important d'aborder ces questions-là avec les plus jeunes ou même les plus grands. Pour vous, est-ce que être professeur, ça engage une responsabilité je ne sais pas comment poser la question, mais peut-être quelqu'un peut m'aider parce que, est-ce que ça engage chacun d'en parler oui, voilà. pour que les jeunes qui se construisent à cette période-là soient plus au courant. C'est ça. Je ne sais pas comment tourner ça en une question, mais je veux dire, selon vous, oui, pour chacun. Est-ce que quand on est prof, il faut s'engager dans Voilà. ce sujet-là et parler de ces thématiques et être inclusif à tout prix? Enfin, je pense que oui, clairement, mais oui, en fait, je pense que quand on est prof, on est forcément un peu militant, voire même beaucoup. Moi, ça, je suis prof de SVT. Alors, il y a souvent des gens qui me disent, oui, mais toi, tu es prof de sciences, tu devrais être neutre. Et sauf que les SVT, c'est pas du tout une matière neutre, en fait. C'est une matière sociétale. La quasi-totalité des thèmes de SVT, allez, si on exclut la botanique, la quasi-totalité des thèmes de SVT se retrouvent dans les journaux, dans des débats de société. On va parler d'agriculture biologique. Comme ça, le premier exemple qui me vient, c'est la botanique. Donc, c'est n'importe quoi. On va parler d'agriculture biologique, de clonage, d'antibiotiques, de développement durable, d'évolution, de transgénèse, de réchauffement climatique. On va parler de l'origine de la vie, où on a encore une grande partie de la population qui n'y croit pas, de sexe, de genre, de PMA, de reproduction. Enfin, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qu'on retrouve dans les journaux presque tous les jours. Il y en a forcément un de ces thèmes-là qui sont abordés dans les journaux chaque jour. Donc, c'est une discipline scientifique, oui, mais c'est avant tout une discipline sociétale. Le problème, c'est qu'elle n'est pas représentée, elle n'est pas présentée comme telle. On présente la philo, l'histoire géo comme des disciplines sociétales, et du coup, c'est des disciplines qui sont conçues comme un outil critique. Alors que les cours de SVT, c'est pas du tout conçu comme un outil critique. On prétend que les SVT, c'est neutre. Sauf que c'est pas neutre, en fait. Le cours de SVT, c'est forcément le reflet de l'opinion du prof sur le sujet de, j'en sais rien moi, des OGM, de l'agriculture biologique ou des orientations sexuelles. C'est forcément le reflet des opinions de l'enseignant, en fait. Et du coup, c'est un vrai problème. Et l'enjeu, c'est pas de faire des SVT un outil politique, mais c'est de faire prendre conscience que ce n'est pas exempt d'enjeux politiques. Et c'est de pousser à faire prendre conscience qu'on ne peut pas être neutre et qu'on est forcément en train de prendre position. Et on n'est plus dans les sciences naturelles du début du siècle. On fait plus du naturalisme objectif où on regarde les choses. Maintenant, on ne forme plus des naturalistes ou des médecins, on forme des citoyens dans une société hyper connectée où la science va être instrumentalisée quotidiennement à des fins politiques. Donc, et ça va se revoir. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement une question d'orientation sexuelle. Ça va être pour tout. Quand on regarde, je sais pas moi, vous tapez évolution de l'homme dans Google. J'invite les personnes qui m'écoutent à taper évolution de l'homme dans Google et aller voir dans la catégorie images. Et vous allez me dire ce qui vous choque. Premièrement, je vais vous donner la réponse parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir tous ensemble, mais premièrement, vous allez voir on va voir notre petit singe qui grandit. Évidemment, scientifiquement, cette image est fausse, mais même si vous en trouvez une correcte, genre il y en a une qui était sortie dans Science et Avenir, je l'ai utilisée pendant longtemps et un jour, ça m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas, je devais avoir lu ou écouté quelque chose qui m'a fait changer ma perception. Plus on avance dans l'évolution, et plus l'humain est blanchi. Et à la fin, on arrive avec un Homo sapiens tout blanc. Tellement blanc qu'il ne passait pas à la photocopieuse. Et pourtant, quand on regarde la diversité de l'humain aujourd'hui, les blancs, ce n'est pas la majorité sur la Terre. Donc pourquoi est-ce qu'on représente le blanc comme la norme? Quand on regarde, ils vont être aussi tous mâles. Donc finalement, on va avoir un mâle blanc qui va être la norme. Le noir et le féminin vont être représentés comme particuliers et donc non représentés. Pourtant, c'est la peau blanche qui est apparue en dernier. Hein. C'est une mutation qui est apparue il y a 8000 ans, quelque chose comme ça.
Donc, de représenter des Homo erectus qui blanchissent petit à petit, scientifiquement, c'est complètement faux, en fait. Hein. Tout le monde était noir jusqu'à cette mutation hyper récente qui est apparue à la toute fin de l'histoire d'Homo sapiens. Homo sapiens, pour la grande majorité de son histoire, n'était pas blanc. Autre chose, quand on va regarder les personnes en situation de handicap, on ne va les trouver que dans les chapitres sur le sport, par exemple, le handisport, ou les chapitres sur les maladies génétiques. On n'a pas une diversité qui va être représentée, je ne sais pas, de manière aléatoire. Dans les manuels de SVT, les personnes noires, on va les voir dans le sport ou dans le chapitre sur la malnutrition. Les Asiatiques, on les voit uniquement dans la partie sur le risque sismique. Ils se cachent sous les tables, les Asiatiques. C'est vrai, hein, j'ai regardé les manuels. C'est systématique. Dans chaque manuel de SVT, vous allez trouver des enfants asiatiques cachés sous les tables. C'est le seul moment où ils apparaissent. Du coup, les personnes non blanches, elles sont représentées que dans certains chapitres, dans des situations clichés qui vont renforcer les stéréotypes. Pareil pour les personnes grosses. On va avoir la représentation des personnes en surpoids uniquement dans les chapitres sur la nutrition, avec en plus une approche qui va être très stéréotypée. On va représenter l'enfant qui fait du sport versus l'enfant qui est sur son canapé à bouffer des sandwichs. Donc, c'est aussi se dire que dans nos classes, on va avoir des élèves hyper diverses, de toutes les couleurs de peau, de toutes les morphologies. Finalement, l'orientation sexuelle, c'est la chose qui se voit le moins. Et tout le reste se voit. Et vous imaginez, j'en sais rien, moi, alors, le garçon obèse dans sa classe de 4e, quand on aborde le sujet sur la nutrition, et qu'il y a un petit dessin qui montre le garçon obèse sur sa console avec son gros burger dégoulinant, la réaction des copains autour. C'est des choses que tous les enfants en surpoids ont vécues, en fait. Ils ont tous des souvenirs traumatisants de collège, de cours de SVT. Et en fait, quand on regarde, beaucoup de personnes ont des souvenirs traumatisants de leur cours de SVT parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes et que ça fait rire les autres, en fait. C'est souvent vu par le spectre des pathologies, en fait, tout ce que vous dites, la diversité est des fois étudiée sous un spectre qui ne devrait même pas exister, quoi. Je vois qu'on a peu de temps. En tout cas, Audrey, moi je voulais te dire merci de nous avoir accordé du temps et surtout, ça me rend positivement heureuse de me dire qu'il y a des enfants qui ont des gens comme toi qui luttent au quotidien pour inclure tout le monde et pour faire en sorte que les élèves se sentent bien parce que le collège, le lycée, c'est un moment tellement crucial de la formation de notre identité où on se pose plein de questions. J'ai envie de dire, moi j'ai envie de militer pour qu'il y ait plus de professeurs comme toi, quoi. Donc merci beaucoup de ton temps en tout cas. Merci. Merci Audrey. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté et à bientôt.